Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau livre. Alors le titre, La superclasse mondiale contre les peuples de Michel Geoffroy, avec une préface de Jean-Yves Le Gallou, aux éditions Via Romana. Alors qui est Michel Geoffroy? C'est un énarque essayiste, contributeur régulier à la Fondation Polémia. Il a publié en collaboration avec Jean-Yves Le Gaillou différentes éditions du dictionnaire de nouvelles langues, dont la dernière aux éditions Via Romana en 2015. Monsieur Geoffroy nous explique ce que c'est la superclasse mondiale. Alors, la superclasse mondiale, ça serait quelques milliers de personnes, en fait, qui détiennent tout. C'est des hyper riches, des hyper capitalistes, et qui, en fait, tentent d'imposer leurs moyens et leurs forces. Dans l'introduction, il décrit très bien, il dit que les pauvres, en fait, c'est plus une faiblesse, et donc c'est les riches qui peuvent en fait manigancer tout ça. Alors il a une très belle phrase, il dit la superclasse mondiale incarne l'esprit de démesure d'un capitalisme mondialisé, libéré de toute retenue et qui entend bien façonner le monde à son image et selon ses seuls intérêts. Donc vous avez bien compris un petit peu, ce sont des gens qui en fait ils se croient tout permis parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Donc alors qui sont-ils ces ultra riches, cosmopolites, transnationales? Alors selon les chiffres, il y a pas mal de chiffres. Ce sont les individus détenant un patrimoine supérieur à 30 millions de dollars, les ultra riches. C'est en constante augmentation. Alors ils seraient, alors je vais vous donner le chiffre exact, 193 490. Les États-Unis en tête, après il y a l'Europe et l'Asie qui progressent constamment. Ces fameux ultra riches possèdent la majorité des journaux, des télévisions, des médias en général, ce qu'on appelle les médias. Ils citent les grandes sociétés, notamment en France, avec leurs disciples, qui sont les acteurs, les chanteurs, les humoristes, leur radio et tout ça. Et puis les dérivés. Et puis après, ils utilisent aussi les ONG, les organisations non gouvernementales. Et puis il dit que c'est carrément une force, surtout dans la crise des migrants. Après, il nous parle du financement de Georges Soros. Il y a un bon passage sur Georges Soros où en fait il nous dit que en fait Georges Soros attaque principalement les pays catholiques grâce à des sources qui ont été piratées sur des sites, le Soros Leaks. Il dit que en fait il va essayer de changer les lois sur l'avortement dans les pays très conservateurs comme la Pologne aussi. Euh, il nous fait il nous fait part de tous ces projets en fait avec ces organes que je vous ai cités. Quand on avance au fil des pages, on découvre en fait un autre organe qui est à la merci des ultra riches. Eh ben, c'est les politiciens qui tantôt passent dans le privé, dans le public, étaient à Bercy, font des affaires, reviennent, repartent. Bon, c'est carrément comme une mafia, hein. Ça, on le savait déjà. Et puis, il cite beaucoup d'exemples de cocufiage des élites envers le peuple. 2005, Jacques Chirac, l'Europe, Sarkozy, les discours sur le métissage, les migrants qui en fait, c'est une vraie arnaque, on le sait tous. Et il nous explique bien, c'est référencé, on s'ennuie pas, hein. Il nous parle de Goldman Sachs, qui est une pépinière, hein, pour sortir des hommes politiques, pour redresser les pays. Il dit que c'est la nouvelle banque Rothschild. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent ces hyper riches? Eh ben, en fait, l'auteur le dit clairement, en fait, ce qu'ils veulent, c'est gouverner à la place des gouvernements. Et bon, ils sont prêts à tout. Et puis en fait, ce qu'ils veulent par-dessus tout, c'est un gouvernement mondial. Mais ces gens-là, en fait, ils n'ont pas de chef, ils ont pas de. En fait, ils sont tous un peu chefs, d'où leur fortune. Et ils nous parlent des complots. Alors, les complots, qu'est-ce que moi j'en pense? Ben en fait, quand on lit les livres de ces gens-là, ben en fait, il n'y a pas de complot. Ils nous dévoilent clairement ce qu'ils ont comme intention. Et c'est pour ça que
C'est vrai qu'ils sont pas en avant, ils le présentent pas en avant, donc ça peut laisser penser qu'il y a un complot. Mais quand on cherche un petit peu dans les journaux spécialisés ou dans les livres de certains mondialistes, ils se cachent pas en fait, ils nous disent la vérité. Alors l'auteur dit, il parle aussi du messianisme anglo-saxon. Bon là c'est un peu plus ésotérique, c'est un peu plus folklorique. On nous résume ce qu'est le club Le Siècle, la Trilatérale ou le groupe Bilderberg. Vous savez, les clubs, les think tanks où en fait les grands banquiers, les grands politiciens se réunissent, les grands entrepreneurs. C'est un bon résumé, on aurait pu en citer d'autres, hein, le club de Rome, et puis ces endroits-là. L'auteur continue avec la publicité, les médias et les grosses sociétés qui dirigent les publicités en France et en fait comment en fait ils distillent dans l'opinion publique les désirs des minorités. C'est très très bien expliqué hein, et puis il prend les phrases de certains grands patrons qui résument vraiment, qui se cachent pas. Sur le volet économique, très très bien expliqué, il nous explique en fait bah, qu'on est des moutons, on est des vaches à lait. Enfin, faut être fou pour pas le croire, hein. Les États ont perdu leur souveraineté et puis en fait les entreprises privées font des dettes et c'est ben, les contribuables qui remboursent. Faut vraiment être taré quoi. Concernant le traité de libre-échange CETA, TAFTA, le traité transatlantique TIPP, tout est très bien expliqué aussi. Il explique en fait qu'il y a des lobbies qui vont pouvoir faire condamner les États par les entreprises privées s'ils ne respectent pas. Après, il y a aussi le volet des GAFA, vous savez, Google, Amazon, Facebook, Apple, pour rajouter Twitter et Microsoft. Bon, en fait, ils expliquent qu'il y a un ambassadeur maintenant auprès des GAFA. Ça a commencé avec le Danemark pour se rapprocher des grosses entreprises tech. Et on traite les privés ben, comme des États. Puis un truc intéressant aussi, ils disent que certains organismes bancaires sanctionnent des pays qui ne veulent pas changer le social. Vous savez, les lois sur les minorités, les lois sur l'immigration, ben, ils leur font un chantage. L'auteur source énormément tous les livres qu'il a lus et les phrases qu'il a prises, que ce soit dans la presse ou dans des bouquins. Et bon, c'est un peu diversifié. Il parle des livres de Carol Quickly, de Naomi Klein, La stratégie du choc. Et il revient en fait, il compare donc les guerres impérialistes que les États-Unis ont fait avec ben, les autres guerres qu'on a connues en Europe, la première, la deuxième, et la guerre en Irak, tout ce qui a déstabilisé. Après, il parle aussi des crises migratoires qui, c'est comme une stratégie du choc pour lui aussi, et puis les crises financières aussi, ça fait partie aussi des stratégies du choc. Bon, bien sûr, ça parle de Kissinger, Clinton, Brzezinski, BHL, La Repentance. Ce livre, c'est un gros résumé, un pot pourri. Dans le passage sur les médias, l'auteur nous parle des films tels que Matrix, Independence Day, où il y aurait en fait les Américains qui sauveraient la planète. Bon, ça on connaît, c'est les films du futur. Il nous parle aussi en fait ben, de la culpabilité et la repentance. Bon, ben, ça on connaît. Et puis que la télé, eh ben, en fait, nous montre des idées à suivre, des concepts pour toujours pareil, quoi, influencer l'opinion. Il en vient à la technologie, le transhumanisme bien sûr, puis le remplacement petit à petit de l'ouvrier par la robotique, et puis les pertes d'emploi avec le chômage à la clé, quoi. Puis aussi le paiement par carte, les liquides qui seraient complètement enlevés, avec la traçabilité bien sûr, puisque ben, chaque fois que vous utiliserez votre carte, on saura ce que vous avez acheté, combien, à quelle époque, quel jour, quelle date. On nous explique que en fait ils vont rater leur projet, l'hyperclasse mondiale a tout raté jusqu'à présent, la Société des Nations, le Commonwealth, le communisme, ils n'avaient même pas prévu tout ça, ça leur a échappé parce qu'en fait ben, on ne peut pas tout contrôler, l'Empire romain était tellement grand qu'il est tombé ainsi que tous les autres empires. C'est un petit peu la conclusion avant la conclusion. Et puis il y a une autre chose aussi, c'est que démographiquement l'Occident, parce qu'en fait eux leur modèle c'est l'Occident, l'Occident est en déclin démographiquement aussi, et puis la Chine peut
peut renverser la table, hein, il peut arriver à dépasser les autres cultures. Bon alors, pour la conclusion de l'auteur, il nous parle en fait du populisme. Est-ce que ça serait la solution? Mais un populisme qui serait sans souverainisme européen n'est pas possible selon lui, bien sûr, hein. Donc ça serait un souverainisme européen populiste, avec donc une pan-Europe, une pan-Afrique, avec les grandes civilisations qui se regrouperaient et qui bien sûr décideraient en fait ce qu'elles veulent faire avec leur identité et puis sans bien sûr l'exagération de l'hyperclasse mondiale, tout cet argent, les migrants, le terrorisme et puis en fait c'est un peu du chacun chez soi quoi. Puis à la fin du livre, il nous tire le portrait de quelques acteurs qui sont vraiment importants, ou du moins à ses yeux, Patrick Drahi, Jacques Attali, vous savez, ces gens-là qui en fait œuvrent pour la construction mondiale. En tout cas, c'est un très bon livre, 500 pages presque, c'est un peu long, mais ça vaut le coup. C'est un résumé en fait de tout ce que j'ai appris sur le mondialisme depuis que Internet est arrivé en France et accessible. Je vous laisse, merci d'avoir écouté cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de mettre un pouce. À très bientôt les amis.